J'ai la dure tâche de remplacer Claude Catala, qui n'a pas pu venir parce que, donc, outre ses fonctions de président de l'Observatoire de Paris, il y avait une revue pour Plateau hier et aujourd'hui. Et en fait, vous allez voir un autre aspect de Claude Catala où en fait il est non pas la tête dans les étoiles, mais la tête dans les planètes et les planètes hors du système solaire, c'est-à-dire les exoplanètes. Donc, on va le laisser. Voilà. Alors, en fait, donc le titre, c'est Claude qui devait faire ce séminaire, et le titre, c'est lui qui l'a donné. Donc, mais bon, effectivement, moi, je suis plutôt exoplanète que astérosismologie, donc je ne vous parlerai pas tellement d'astérosismologie dans ce séminaire. Alors, le nom de CORO vient de l'acronyme Convection, Rotation and Planetary Transits. C'est un programme, enfin, c'est un instrument spatial qui a deux objectifs scientifiques, essentiellement, on va dire, principaux. Donc l'un est la recherche des exoplanètes, et l'autre est l'étude des intérieurs stellaires par l'astérosismologie. Et bien sûr, toutes les données que l'instrument collecte permettent de faire tout un tas d'études de physique stellaire, en fait. Alors, je tiens à dire que c'est un projet qui a nécessité pas mal d'efforts. C'est un gros travail collaboratif, comme souvent dans les missions spatiales. Donc, essentiellement des contributeurs européens. Donc, c'est quand même 80% français. Donc, avec le CNES en maître d'œuvre et responsable du projet, des partenaires européens, donc ESA aussi qui a permis de faire entrer, enfin, au titre de l'ESA sont rentrés les Anglais, les Suisses, les Italiens également, et puis bien sûr des partenaires, enfin bien sûr non, les partenaires brésiliens qui ont rejoint le projet un peu plus tard. Au niveau des laboratoires français qui ont contribué de façon très significative à la réalisation de ce projet, nous avons donc ici l'Observatoire Midi-Pyrénées, le CNES bien sûr, le LESIA à Paris, ce machin-là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est l'IAS, oui, pardon, ça ne parle pas trop en fait comme ça, bien sûr, et le LAM à Marseille. Alors, bon, grosso modo, c'est à peu près de 100 à 150 scientifiques qui ont contribué au programme scientifique de CORO, et puis pas loin d'une centaine d'ingénieurs, techniciens administratifs également, qui ont permis la réalisation de cet instrument. C'est important de garder en tête que ça nécessite des compétences complémentaires. Alors, très rapidement, à quoi ressemble l'instrument? En fait, c'est un télescope relativement modeste, 27 cm de pupille équivalente. Donc, il y en a une description rapide ici. C'est on va le voir un petit peu mieux après. Donc, une caméra à grand champ, en fait. Et vous avez ici le télescope avec sa plateforme. Et ce qui se passe au-dessus du télescope, le télescope est surmonté d'un baffle. Dont le rôle est de limiter le plus possible la lumière diffusée, puisque ce que doit faire le télescope, c'est mesurer des variations de lumière très petites. En fait, on en reparlera. Donc, quelques images ici de l'instrument, là, avec les panneaux solaires ouverts. Là, vous avez un des miroirs, et vous le voyez ici sur la plateforme Proteus qui assure le pointage. Donc, au niveau de la stratégie d'observation, donc l'instrument a été placé, enfin, du coup, j'ai oublié de mettre la date de tir de l'instrument. Donc, il a été mis en orbite avec succès le 27 décembre 2006. On a commencé les observations scientifiques en janvier pour le programme astérosismologie et en février 2007 pour le programme exoplanète. Il est sur une orbite polaire, hein, d'accord, autour de la Terre, et donc à peu près 900 km d'altitude, le chiffre exact est à 880 et quelques kilomètres d'altitude. Et l'avantage de ce type d'orbite, donc il accompagne la Terre autour de son mouvement autour du Soleil, et il peut garder ainsi la même direction de pointée pendant 6 mois. Ensuite, il est bien évident donc que si on gardait la même direction de pointée, eh bien, au fur et à mesure qu'on se déplace sur la demi-année suivante, eh bien, on serait gêné par le Soleil, voire on serait même ébloui par le Soleil. Donc du coup, 2 fois par an, l'instrument est retourné et il pointe la direction diamétralement opposée. Alors, il ne peut pas pointer dans n'importe quelle direction.
parce qu'on a des contraintes, on veut limiter la lumière du Soleil, bien sûr, la lumière diffusée par la Terre également, et ce qui fait que les zones de visibilité de coraux sont en fait non pas des carrés, mais en fait 2 cercles qui sont centrés dans 2 régions du plan galactique. Donc en été, on vise ce qu'on appelle communément le centre galactique, mais ce n'est pas le centre galactique, c'est près du centre galactique, on va dire. Et en hiver, l'instrument est retourné et pointe dans une direction qui est diamétralement opposée, donc vers la région de l'anticentre galactique. Donc c'est une nomenclature qu'on retrouve ensuite dans la dénomination des champs. Alors, le plan focal se présente de cette sorte. Nous avons 4 CCD qui pavent le plan focal. Et donc là, ça, c'est une vraie image de ces CCD, bien sûr, avec les zones de lecture à côté. Et si on regarde une vue d'artiste, donc à quoi ressemble le champ de vue de coraux au niveau du plan focal? Eh bien, on a en fait 2 CCD qui sont dédiés à l'astérosismologie et 2 autres qui sont dédiés au programme Exoplanète. Donc en fait, ils ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas alignés exactement au même niveau, mais ils sont légèrement décalés. Les CCD astérosismologie sont légèrement défocalisés et permettent d'observer des étoiles brillantes, en fait essentiellement une étoile brillante à magnitude à peu près 6 et puis une dizaine d'étoiles de magnitude entre 6 et 10 en fait. Et à côté de ça, les CCD exoplanètes, eux, sont focalisés, mais en fait, on a un biprisme qui est placé devant les CCD et qui fait que quand on regarde un champ... Alors oui, ça c'est... Oui, on va y revenir. J'en reparlerai. Oui, alors en fait, effectivement, il y a cette croix qui apparaît parce qu'il y a combien maintenant 2 ans, on a eu une panne d'un des PU qui commande les chaînes de lecture de ces 2 CCD et qui font que désormais le champ de vue est réduit de moitié. On n'a plus que par programme un seul CCD de disponible et on n'a pas réussi à remettre l'instrument, à réparer l'instrument, à remettre ce deuxième DPU en fonction. Donc, la chance qu'on a eue quand même, c'est que l'instrument a été bien conçu. Au lieu d'avoir un DPU par programme, pour chacun des 2 CCD d'un programme déterminé, en fait, un DPU commande à un CCD du programme Astéro et un CCD du programme Exoplanète, ce qui fait que les 2 programmes peuvent continuer à bénéficier des observations de l'instrument. Alors donc, le champ de vue de coraux en vrai, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, vous avez ici le CCD astérosismologie, vous avez très peu d'étoiles. Et en fait, la photométrie pour les 2 programmes est réalisée à bord, c'est-à-dire qu'on ne descend pas au sol l'image complète du CCD ou de chaque CCD, mais par contre, autour des étoiles qui nous intéressent, sont placés des masques photométriques et le flux des pixels est intégré à bord directement, ce qui fait qu'on va récupérer ce qu'on appelle des courbes de lumière, toutes ces mesures qui sont faites du flux de chacune des étoiles cibles qui sont réalisées à bord du satellite. Donc au niveau du CCD exoplanète, c'est complètement différent. En fait, on a beaucoup plus d'étoiles puisqu'on vise des étoiles beaucoup moins brillantes. Alors pourquoi? En fait, c'est simplement parce que, comme on va le voir, pour observer un transit, il faut que le plan de la planète soit aligné avec la ligne de visée. Et comme en fait les plans des orbites des planètes n'ont pas de raison d'être tous sympathiquement alignés avec la ligne de visée d'un observateur terrestre, eh bien, il y a une équiprobabilité. Et donc, il faut avoir le plus d'étoiles possible pour avoir une chance de détecter des transits, en fait. Donc, par CCD exoplanète, par contre, on peut observer jusqu'à 6000 étoiles. Et donc, en plus, on a des fenêtres photométriques dites de fond pour vérifier le fond stellaire. Et donc, vous voyez, du fait de ce biprisme qui est placé devant les CCD exoplanètes, la tâche image de nos cibles exoplanètes est un petit peu particulière et elle n'est pas circulaire du tout, elle est plutôt allongée, en fait. Bon, sans rentrer trop dans les détails
de l'instrument. Donc voilà en gros une petite description, une description rapide de ce que fait Corot et des deux programmes tels que l'instrument les voit. Alors qu'est-ce qui a été fait du côté du programme astérosismologie? Donc comme je vous ai dit en introduction, c'est pas du tout mon domaine. Et donc, je ne suis certainement pas la personne la plus qualifiée pour vous parler d'astérosismologie, mais je vais quand même vous essayer de vous donner une petite idée de ce que mes collègues, dont beaucoup sont présents dans la salle, ont fait avec le programme Astérosismo. Donc, pour ceux qui ne sont pas rebutés par les diagrammes HR avec lesquels les astronomes aiment bien vivre, donc vous avez ici la température des étoiles, ici peut-être la luminosité, on ne voit pas grand-chose, d'accord. Et en fait, donc, le Soleil doit se trouver à peu près par ici. Et donc, l'astérosismologie a observé jusqu'à présent à peu près 132 étoiles sur ces CCD astérosismaux. Et on a des étoiles qui sont très différentes. Des étoiles qui sont, excusez pour l'anglais, en fait, j'ai oublié de traduire dans ce cas-là. Des étoiles qui sont semblables au Soleil. Des étoiles qui sont un petit peu plus évoluées. Plus massives également, d'autres qui sont donc très évoluées, des étoiles géantes, d'accord, qui ont quitté la séquence principale, c'est-à-dire la phase principale de la vie d'une étoile. Et puis également des étoiles donc, plus chaudes, plus massives, hein, des étoiles dites B, etc. Donc rapidement, quelques étoiles très massives à plusieurs dizaines de masses de masse solaire et également une étoile très très évoluée, très vieille, qu'on appelle les Soonen. Voilà. Ah, il y a aussi des étoiles variables, etc. Alors, si on essaie de voir ce qu'on fait, quel est l'intérêt de l'astérosismologie, je vais essayer d'être convaincante. Donc, le principe, c'est qu'en fait, les étoiles ne sont pas des astres immobiles, si vous voulez dire, mais au contraire, les étoiles vibrent, se déforment, en fait, un petit peu comme la Terre. On fait des mesures de sismologie, hein, on mesure la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre. Et bien, l'astérosismologie, c'est un petit peu le même principe. On va mesurer les ondes qui se propagent à l'intérieur des étoiles et qui vont se traduire par des déformations plus ou moins compliquées de la structure sphérique de l'étoile. Donc ça, c'est une vue d'artiste de ce qui peut être fait avec des modélisations. On ne va pas entrer trop dans les détails, mais disons que la photométrie permet de mesurer ces déformations. Et le problème, c'est en fait ces oscillations stellaires sont très faibles et il faut disposer d'un instrument qui permette de faire des mesures de ces signaux très faibles. On estime à peu près 10 puissance 12, donc 1 pour 1000 milliards en moins de photons pour arriver à mesurer ces vibrations. Et également, il faut arriver à faire des mesures sur des durées qui soient de plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fait. On a besoin de ces observations en continu. Alors, si on essaie de voir en pratique par quoi ça se traduit, hein, on va, dans le cas de Corot, par exemple, l'instrument mesure le flux des étoiles sur la voie astérosismologique toutes les secondes. Donc, toutes les secondes, la lumière de l'étoile est mesurée et en traçant la lumière de l'étoile en fonction du temps, on arrive comme ça à construire ce qu'on appelle une courbe de lumière. Donc là, c'est le cas d'une binaire à éclipse. On a deux étoiles qui tournent autour du centre de masse commun et donc, ce qu'on fait classiquement en astérosismologie, une fois qu'on a cette courbe de lumière, on va passer dans un espace magique qui est l'espace dit de Fourier. D'accord ? On transforme le signal de façon à pouvoir mesurer les oscillations, donc les fréquences du signal qui renseignent sur ces vibrations, si je puis dire. Et voilà comment ça peut se présenter quand on arrive à zoomer sur le spectre du Soleil. En fait, on se rend compte qu'il y a des pics en fréquence qui apparaissent et qui sont plus ou moins réguliers, plus ou moins espacés. Et donc, certainement pour mes collègues astérosismologiques, c'est un truc qui est merveilleux et
qui est très parlant. Pour le commun des mortels, c'est un peu moins évident, mais enfin, quoi qu'il en soit, si on les en croit, quand on arrive à mesurer la distance entre ces grands pics, ce qu'on appelle les grandes séparations, ça vous donne des informations sur la densité moyenne de l'étoile. Hein. Et quand on mesure les petites séparations, par contre, on va pouvoir sonder le cœur de l'étoile. Donc ça donne des renseignements sur la structure interne de l'étoile et donc savoir si le cœur est plus ou moins important par rapport à l'enveloppe, des choses comme ça, et également sur l'âge de l'objet que l'on étudie. Alors on peut donc bien sûr, pour arriver à déterminer les paramètres qui nous intéresse sur cette structure interne de l'étoile. On se réfère à un modèle, on fait ce que j'ai marqué comparaison entre guillemets, c'est-à-dire c'est un peu plus subtil que ça, une inversion, etc. Et on va pouvoir déterminer comme ça la masse de l'étoile, sa densité, son âge, son moment angulaire. Alors, ce sont des grandeurs qui, a priori, paraissent standards en astrophysique, mais qui sont absolument fondamentales. Et quel est le gain par rapport aux méthodes classiques dans les détails desquelles je ne vais pas rentrer? C'est surtout la précision que l'on peut obtenir. Et on va voir plus tard que, par exemple, dans le cas des planètes, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors, on peut citer à titre d'exemple le cas de Mu Arae, qui est une étoile qui possède un système de 4 planètes qui ont été détectées par la méthode des vitesses radiales et qui a été analysée par Sylvie Vauclair et Soriano. Donc, ils ont pu mesurer comme ça la masse de l'étoile avec une précision qui est de 2% seulement, ce qui est 4%, ce qui est très bien, et un rayon également de l'étoile, et ils ont également déterminé son âge avec une très bonne précision. Et c'est l'intérêt de ces mesures d'astérosismologie, en fait. Alors, un autre exemple, on n'est pas limité simplement aux étoiles de type solaire. Il faut bien sûr que les étoiles vibrent et qu'on puisse détecter ces vibrations stellaires. Mais on peut comme ça sonder des étoiles à différents stades d'évolution. Et ça nous renseigne finalement sur la façon dont la structure interne de l'étoile va se modifier au cours de l'évolution. Donc, un autre exemple, je vous ai dit que Corot avait observé une étoile dite sous-naine de type B. Ce sont des étoiles en fin de vie, en fait, des étoiles qui étaient certainement initialement de type solaire et qui sont donc maintenant très âgées. Donc vous avez ici la courbe de lumière enregistrée par Corot pour cette étoile. Donc Corot l'a observée pendant 26 jours, si j'ai bonne mémoire. Donc on ne voit pas grand-chose, en fait, mais n'empêche, puisque l'échantillonnage là est tellement serré que on n'arrive pas à distinguer les points de photométrie individuels, mais les mesures individuelles, n'empêche, elles sont là. Et donc, Stéphane Charbinet et collaborateurs ont analysé cette étoile. On retrouve le diagramme très parlant de l'espace de Fourier, n'est-ce pas, où on voit toutes ces fréquences. Et quand on zoome, en utilisant un modèle, ils ont comme ça réussi à déterminer la masse de l'étoile et puis surtout les masses de l'enveloppe et du cœur de ces étoiles évoluées, ce qui est particulièrement important. Donc, ça permet donc des avancées en physique stellaire qui sont importantes et on n'en est certainement qu'au début. Voilà, hop. Alors, on va passer à quelque chose qui me parle beaucoup plus quand même, qui est le deuxième programme principal de Corot, à savoir la recherche des planètes par transit, si l'animation veut bien fonctionner. Voilà, donc quel est le principe? Une planète a un mouvement orbital qui est plan, qui s'effectue dans un plan. Si vous avez la chance d'avoir le plan de l'orbite de la planète qui est aligné avec votre ligne de visée, vous allez voir la planète au moment où elle passe devant le disque de l'étoile, et ça se traduit par une diminution de la lumière de l'étoile au moment où, on va essayer de le faire rejouer, au moment où la planète commence à traverser le disque de l'étoile, le flux de la lumière de l'étoile baisse. Et quand elle passe de l'autre côté, après, on retrouve la lumière initiale, si je puis dire, ou la lumière de l'étoile seule, en fait. Alors, bien sûr, c'est très contraint, puisqu'il faut que le plan de l'orbite de la planète soit quasi confondu avec la ligne de visée de l'observateur.
Et comme en termes de probabilité, c'est quelque chose de relativement rare, ça veut dire qu'il faut observer beaucoup d'étoiles pour avoir une bonne chance de trouver des transits, en fait. Et puis aussi, on va avoir un transit chaque fois que la planète a fini une révolution autour de l'étoile. Et donc, c'est un événement qui n'est pas très courant. Puisque si on prend la Terre, pour un observateur qui serait situé sur une autre planète et qui regarderait le système solaire, il y a un transit de la Terre tous les 365 jours, 25. Ça veut dire qu'il faut observer en continu pendant une année pour avoir une chance de voir un transit. Parce que imaginez que vous arrêtiez d'observer pendant quelques jours et hop, le transit s'est produit à ce moment-là, vous avez perdu votre temps. C'est raté. Alors, pour quand même avoir une bonne idée de la difficulté de ce genre de mesures, on peut, là j'ai mis sur ces images, ça c'est pas du tout de la simulation, ce sont des images réelles de transit observés dans le système solaire, puisque nous avons la chance d'avoir 2 planètes telluriques qui sont plus proches du Soleil que ne l'est la Terre. Quand tout le monde est bien positionné, de temps en temps, on voit le transit de Mercure ou de Vénus. Là, c'est le transit de Vénus. Et vous voyez, zoomé sur la surface du Soleil, c'est vraiment une toute petite... un tout petit signal qu'il faut arriver à mesurer. Donc, n'oubliez pas, c'est un effet géométrique. Le signal sera d'autant plus petit que votre planète est petite, en fait. Alors, ces variations photométriques, ces variations de lumière, on le voit bien quand on regarde ce zoom ici, eh bien, elles sont très petites. Si on prend les planètes... les exoplanètes standards, les premières que les vitesses radiales ont permis de détecter, c'est-à-dire des planètes de même taille que Jupiter à peu près et très proches de leur étoile. La variation de lumière produite par le transit d'une grosse planète de ce type-là, c'est de 1 centième. Et si on va jusqu'à la Terre, c'est 10-5. La Terre, c'est 7 et quelques 10-5, la variation de lumière. Donc vous voyez quelque chose d'excessivement petit. Donc il vous faut une précision de mesure qui vous permette de mesurer des variations de lumière aussi petites. Alors après, eh bien, vous allez être plus ou moins pénalisé par le fait que, par la période orbitale de votre planète, plus vous êtes près, comme dans le cas de 51 Peg-B, où la période orbitale est de l'ordre de 4,5 jours, plus le transit sera rapide, et plus vous êtes loin, plus le transit sera long, bien sûr. Mais en même temps, ça va dépendre, bien sûr, de la taille de votre objet. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, comment on fait ça avec COROT ? Eh bien, vous avez compris, hein, on mesure la lumière d'étoiles qui ne sont pas très brillantes, il faut dire, et on collecte comme ça des courbes de lumière. Donc, au début, quand 2 CCD étaient opérationnels pour le programme Exoplanète, on arrivait à avoir jusqu'à 12 000 courbes de lumière. Maintenant, on n'en a plus que 6 000 par pointée de l'instrument. On a actuellement 17, ce qu'on appelle les runs, donc 17 pointées. On a observé 17 champs stellaires différents. On a collecté plus de 100 000 courbes de lumière avec une durée d'observation, donc 100 000 étoiles différentes observées pour 60 jours et plus. Ça peut aller jusqu'à 150 et quelques jours d'observations qui sont quasi continues. Et à peu près 60 000 courbes de lumière qui ont une durée d'observation qui est plus courte, typiquement entre 20 et 30 jours. Donc chaque point ici correspond à une mesure du satellite et on suit la lumière de l'étoile au fil du temps, comme ça. Alors, bon, il y a des problèmes un peu qui sont instrumentaux. Là, il y a ces espèces de décrochements, donc ça, il faut les oublier. C'est un problème lié à l'instrument et qui n'était pas attendu d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez toutes sortes de courbes de lumière parce que les étoiles ne sont pas tellement triées. Vous avez des étoiles qui pulsent, des étoiles qui varient, qui ne sont pas complètement calmes photométriquement parlant, d'autres qui le sont effectivement. Et donc on a à gérer toutes ces courbes de lumière qui ont des caractéristiques qui peuvent être très différentes. Alors, quel est l'objectif du programme Exoplanète ? Une fois qu'on a ces courbes de lumière, eh bien, c'est très simple. Je suis allée en Écosse et j'ai été surprise. Ils font exactement ce qu'on fait. Attention, ils cherchent les trous dans les courbes de lumière. Là, c'est la chaussée. Et nous, on cherche les trous dans les courbes de lumière. Alors, a priori, ce n'est pas très compliqué. Donc, vous voyez, on en a détecté énormément, plusieurs
On ne doit pas être loin de 2000 actuellement. Et comme vous pouvez les voir, donc là, pour une courbe de lumière donnée, quand on détecte une série de transits, en fait, on replie la courbe de lumière de façon à superposer les transits. Ça permet d'augmenter la précision de mesure, en quelque sorte, et donc c'est ce qui a été fait ici. Et comme vous pouvez voir, il y en a de différents types. Il y en a qui sont très longs, d'autres qui sont courts, avec des formes plus ou moins en V, ou plus ou moins. Et voilà, donc on peut comme ça collectionner les transits et déterminer toutes les étoiles pour lesquelles on a observé ces transits. Pour autant, l'affaire n'est pas si simple et passer des courbes de lumière au transit peut s'avérer une affaire relativement complexe. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas une ligne droite que d'arriver des courbes de lumière aux planètes. Alors, des transits, oui, mais quel type de transit? Eh bien, en fait, on a affaire à nombre d'imposteurs. Et quand on regarde les transits qui sont détectés, il s'avère que la large majorité d'entre eux sont en fait des systèmes stellaires. En fait. On a affaire à... vous savez que les étoiles se trouvent majoritairement en couple ou systèmes multiples, etc. Donc, quand vous avez un couple d'étoiles, elles tournent autour du même centre de masse. Et on va avoir affaire à ces binaires, par exemple. Donc, si vos deux étoiles sont vues légèrement décalées, le plan de leur orbite est vu légèrement décalé, vous allez voir un petit transit quand la petite orange là, passe devant la grosse jaune, et vous allez pouvoir vous dire « Ah, mais ça, peut-être, c'est un transit planétaire. » En fait, il n'en est rien. Vous allez avoir aussi à faire face à des cas où vous avez non pas une étoile, mais pas seulement un couple d'étoiles, mais vous pouvez avoir un système de 3 étoiles. Vous pouvez avoir votre cible principale qui est toute seule, mais elle a le mauvais goût d'avoir à côté une binaire à éclipse. Et ce que vous allez voir, c'est la lumière de la binaire à éclipse qui se mélange avec la lumière de votre cible principale. Et vous allez prendre pour un transit planétaire, en fait, la binaire qui pollue votre cible principale. Vous avez le cas plus tordu dans lequel vous croyez avoir détecté quelque chose, mais vous êtes complètement trompé et vous avez fait une fausse détection. Et puis, le cas idéal, celui qu'on cherche, c'est le cas de la planète. On peut également citer le cas d'un système binaire dans lequel vous avez affaire à une grosse étoile, une géante, et qui a un compagnon de petite masse, une étoile de type M, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et là aussi, vous allez voir un petit transit et vous allez vous dire c'est une planète. Donc, ce qu'il faut garder en tête quand on fait des transits, c'est que la détection, c'est une chose, ça peut être quelque chose de difficile, mais en même temps, une fois que vous avez détecté, vous n'êtes pas au bout de vos peines et vous allez devoir sortir ces configurations stellaires qui sont tous ces faux positifs ou faux négatifs. D'accord ? Et l'avantage qu'on a avec Rho, c'est que on a la chance de disposer d'observations qui sont continues pendant plusieurs jours et du coup on peut arriver comme ça à identifier nombre de binaires à éclipse. Donc là vous avez une courbe de lumière d'une binaire à éclipse et vous voyez les transits quand les deux étoiles s'éclipsent mutuellement, la petite devant la grosse et la grosse devant la petite, etc. Et vous les voyez revenir périodiquement, etc. Donc il y a tout un tas d'analyses qu'on peut faire à partir des courbes sur les courbes de lumière dans lesquelles on a détecté des transits et qui permettent de vérifier qu'on a bien affaire qu'on n'a pas affaire à un système stellaire. Alors on arrive comme ça à mettre de côté à peu près 85% des courbes de lumière pour lesquelles on a détecté un transit, on arrive à dire, bon, on a affaire à des systèmes stellaires, on les met de côté. Et après, on a à peu près 15% qui restent, et celles-ci, eh bien, ce qu'on va faire, on va les donner aux collègues qui font des observations au sol, et là, il y a tout un processus de campagne d'observation au sol qui est mis en place et qui est relativement complexe. Alors, la première chose dans un monde idéal, c'est de vérifier à quoi on a affaire du point de vue photométrique. Je suis passée très vite sur la partie instrument, mais je vous ai dit, la tâche image de Corot
au niveau du programme Exoplanète n'est pas quelque chose de très simple. Il y a ce biprisme qui est au milieu. De toute façon, s'il n'y avait pas eu le biprisme, il aurait été défocalisé afin de permettre ces mesures photométriques. Mais le fait est qu'on a un masque photométrique, c'est le cas d'une cible qui est observée. Là, vous avez le CCD Corot dessous, et vous voyez le masque photométrique qui a été utilisé. On voit la trace de ce masque photométrique. Et ce que vous constatez quand on compare donc cette même région délimitée par le cercle en pointillé avec une image au sol, c'est que vous avez la cible principale, mais vous avez un tas d'étoiles qui sont proches, et certaines sont très proches de la cible principale et leur lumière peut se mélanger à la cible principale. Donc on fait des vérifications au sol avec des télescopes avec lesquels on fait de la photométrie. Vous voyez la liste de télescopes qui sont utilisés actuellement au sol. Ça représente l'équivalent à peu près de 20 nuits de télescopes par semestre. Donc c'est un gros programme. Il y a des gens qui travaillent un petit peu partout aux quatre coins de la planète. Et là, peut-être un meilleur exemple d'un cas d'une binaire à éclipse qui était responsable des transits qui ont été détectés dans la courbe de lumière de la cible principale qui est ici. Donc ça, c'est l'image au sol. Ici, vous avez l'image Corot. La croix ici représente la cible principale. Et vous voyez les croix à côté correspondent à ces deux étoiles ici, celle-là, là, etc. Et ces trois étoiles au moins rentrent complètement dans le masque photométrique qui est utilisé à bord pour faire les mesures photométriques de la cible principale. Et ce que montrent les observations au sol, donc on a fait des observations pendant le transit et après le transit, ou avant le transit, hors transit, c'est que l'étoile qui est ici, en fait, a des variations de lumière qui correspondent au transit qui est observé, enfin, la série de transits observée dans la courbe de lumière. Donc c'est le cas d'une binaire à éclipse dont les éclipses polluent la lumière de la cible principale. Donc celle-là, elle a été exclue, on n'a pas affaire à une planète. L'autre cas, alors après, l'autre chose, c'est d'utiliser les vitesses radiales. Donc les vitesses radiales, vous en avez entendu parler, donc on m'a dit qu'il y avait un peu tout public, donc j'essaie de m'adapter. Donc le principe, c'est que si votre étoile a un compagnon planétaire, au lieu de tourner simplement sur elle-même, tout le monde va tourner autour du même centre de masse. Et si on observe, vous ne voyez pas trop parce que c'est assez lumineux ici, vous avez le télescope, d'accord, si on observe la lumière de l'étoile, on peut, en utilisant un spectrographe, obtenir son spectre. Et ce qui se passe, puisque l'étoile a un mouvement autour du centre de masse, on va voir le spectre se déplacer dans le temps, d'accord, vers le rouge et vers le bleu alternativement. Bon, c'est très schématique, bien sûr, mais et comme ce mouvement est périodique et irrégulier, on peut en déduire la présence d'une planète, fonction bien sûr de l'amplitude de cette variation en vitesse radiale. Donc la différence entre les deux extrémas, ici et là, sur la courbe de vitesse radiale en fonction du temps. Alors rapidement, sans trop rentrer dans les détails, une formule pour ceux qui aiment les formules, mais il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf que finalement ce qu'on va mesurer, c'est l'amplitude de cette variation de vitesse radiale, qui est toujours à l'identique, et l'intérêt, c'est que ça vous donne la masse de la planète que j'ai perdue dans l'affaire. C'est étrange, j'ai mis d'ailleurs. Ah ben elle est là, pardon. Donc ça va vous donner la masse de la planète si vous connaissez la masse de l'étoile. Donc l'intérêt de cette technique, c'est que vous mesurez la masse de votre planète. Et puisqu'avec les transits, vous mesurez le rayon de la planète, si vous arrivez à combiner les deux, vous aurez une estimation de la densité de votre planète et vous pourrez savoir si vous avez affaire à un corps qui est plutôt gazeux comme Jupiter ou qui est rocheux comme la Terre. Alors, indépendamment de ça, les vitesses radiales sont très, très utiles pour permettre aussi de décrémer ces cas de détection de systèmes stellaires et fonction de si vous avez affaire à un couple d'étoiles, l'amplitude de variation de vitesse radiale sera importante, elle sera de l'ordre du kilomètre par seconde, et vous allez pouvoir, comme ça, identifier
des étoiles binaires. Alors, il y a différentes techniques pour ceux qui connaissent. Donc, on fait la courbe de vitesse radiale. Dans ce cas, on a une amplitude de quelques 20 km/s. Donc, ça veut dire que le compagnon est une étoile qui fait 3/10 de la masse du Soleil. Et puis, on a d'autres techniques aussi, toujours à partir des vitesses radiales, qui permettent de voir des systèmes séparés, par exemple, ou des systèmes multiples, des choses comme ça. Alors, sans entrer trop dans les détails, là aussi, on a tout un programme d'observation au sol qui est fait à partir de différents télescopes. Et j'ai oublié le Keck aussi, puisque nous avons quelques nuits par an sur le Keck avec des collaborateurs américains. Et c'est un programme qui demande aussi énormément d'efforts de suivi au sol. Bon, on va peut-être sauter parce que ça, c'est très technique, mais on peut arriver, grâce à la méthode des vitesses radiales aussi, à identifier des systèmes, ce qu'on appelle donc de blend, dans lesquels, en fait, vous n'arrivez pas au sol à voir en photométrie votre binaire à éclipse qui contamine, par exemple, la cible principale. La binaire à éclipse est tellement proche de votre cible principale que c'est caché dans le seeing, en quelque sorte, et la technique des vitesses radiales vous permet d'identifier ces imposteurs également. Donc c'est particulièrement puissant. Dernière chose, là aussi c'est un peu technique, mais disons ce qu'il y a d'important, et j'ai insisté, c'est que les transits vous donnent, puisque c'est un effet géométrique, vous mesurez une variation de lumière, dû au fait que le disque de la planète cache une partie du disque de l'étoile, et donc c'est proportionnel au rayon de la planète. Et pour les vitesses radiales, c'est proportionnel à la masse de la planète projetée, ça c'est un détail, et vous voyez que dans les deux cas, vous avez besoin de connaître, pour les transits, le rayon de l'étoile, et pour les vitesses radiales, vous avez besoin de connaître la masse de l'étoile. Donc, si vous voulez connaître rayon et masse de votre planète, il faut absolument que vous connaissiez rayon et masse de votre étoile. D'où l'intérêt aussi de coupler ça avec l'astérosismologie. Alors, on n'arrive pas à le faire sur Corot, on n'a pas la précision photométrique pour faire de l'astérosismologie dans la voie exoplanète, mais on va en reparler dans un petit moment, en fait. Donc, et puis, en combinant ensuite rayon et masse de votre planète, vous mesurerez sa densité. Alors, quelle est la situation au niveau des exoplanètes actuellement ? Eh bien, il y a à peu près 4 méthodes qui permettent de les détecter. Ici, on les a portées en termes de masse minimum, dans le sens où les vitesses radiales il y a une indétermination sur l'inclinaison du plan orbital qu'on ne connaît pas. En fonction de la distance de la planète à son étoile et un code de couleur que vous n'aurez peut-être pas à distinguer de partout, mais donc il y a des différents symboles. En tous les cas, les transits vous permettent de sonder actuellement la population des planètes à très courte période orbitale. Les vitesses radiales ont donné le plus de résultats, c'est le petit cercle vide là. Et maintenant, après bientôt 15 ans d'observation, il commence à explorer les planètes avec des périodes orbitales qui sont à peu près équivalentes à celles de Jupiter, plusieurs années de période orbitale. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est si on regarde sur le site web de Jean Schneider, la encyclopédie Exoplanète Encyclopédie, et qu'on regarde la découverte des transits en fonction du temps, des planètes en transit en fonction du temps. On a commencé en 1999. Et on voit que le nombre de découvertes en fonction du temps n'a pas cessé de croître, sauf qu'il y a eu peut-être un trou en 2008 et 2009. Et vous voyez, en 2010, il y en a 48 qui ont été annoncés, en fait. Donc les transits, les programmes de recherche de planètes par transit au sol sont devenus de plus en plus performants. Et puis, il y a l'avènement des missions spatiales, Corot, puis suivi de Kepler récemment. Alors, vous allez me dire qu'il y a donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir étendre ces mesures par transit, que ce soit de la détection ou de la caractérisation, à des planètes avec des plus grandes périodes orbitales. Et puis, bien sûr, aussi, c'est de pouvoir descendre en masse, de pouvoir explorer la population des petites planètes qui sont semblables à la Terre, parce que c'est ça qu'on vise, en fait. Et alors, ça parle peut-être pas trop, on va le voir un peu plus tard, mais ça parle peut-être pas trop. Là, on est quand même aux planètes qui sont de taille comparable à celle de Jupiter, en fait.
Alors, au niveau des planètes coraux, nous en avons 17 qui sont publiées, d'autres qui vont être annoncées bientôt. Et vous voyez donc quelques extraits. Hein, donc maintenant, malheureusement, il n'y a pas de belles images de planètes à montrer. Hein. Les choses les plus sexy qu'on ait, ce sont des transits. Bon, en fait, nous, on trouve ça super, bien sûr, hein, mais c'est comme les spectres de fréquence pour ceux qui font l'astérosismologie, mais peut-être que pour certains, c'est pas très attirant. Donc on a des planètes qui donnent des transits particulièrement profondes, quelques 10-2. Et puis, si vous voyez, pour illustrer simplement la gamme de performance, vous avez ici, donc sur la même échelle de flux relatifs, de variation de flux, un candidat. Si vous avez les yeux de la foi, vous pourrez arriver à voir une diminution de la lumière de l'étoile. Heureusement, on zoome et vous voyez le transit qui est très clair. Et là, on est autour de quelques 10-4 millièmes. Donc, on arrive à détecter avec l'instrument, à partir des courbes de lumière de l'instrument, des transits qui sont vraiment très petits. Alors, comment ça se situe dans le paysage? Donc, elles sont portées sur les diagrammes qu'on aime bien dans la communauté exoplanète. On porte le rayon de l'étoile, de la planète, en fonction de la masse de la planète. Ça vous permet, et les courbes en pointillés correspondent à la densité à la densité de la planète, puisqu'on a le rayon et la masse. Et les points bleus correspondent aux 17 planètes coraux. Donc vous voyez qu'on retrouve la même diversité que celle qui est observée. On n'a pas affaire à des planètes qui sont toutes comme Jupiter ou toutes comme Saturne, par exemple, dans notre système solaire, mais vraiment une gamme de densité qui est énorme. On passe à peu près de 0,1 g par centimètre. Pourquoi moins 3, à des corps qui sont vraiment très denses et voilà. Donc, et également une gamme de rayons qui est très étendue, puisque vous voyez que, par exemple, pour des planètes de 0,5 fois la masse de Jupiter, vous avez un rayon qui va... la possibilité, la gamme de rayons qu'on peut obtenir s'échelonne d'à peu près 0,7 à 1,7 fois le rayon de Jupiter, ce qui est énorme, en fait. Et c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas, en fait. Alors, quand on regarde en termes de période orbitale, là c'est un histogramme, mais bon, les transits, je vous disais, sont sensibles aux planètes à courte période orbitale, parce que pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment j'ai envie de dire, de recul avec les missions spatiales, qui sont les seules à pouvoir offrir cette couverture temporelle très étendue, continue très étendue. Les planètes coraux, elles, sont portées sur ces histogrammes hachurés. Et vous voyez que là, par contre, nous, on arrive à... On n'a pas de soucis pour les détections jusqu'à quelques dizaines de jours de période orbitale, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt des observations spatiales, c'est qu'on n'a pas les mêmes limitations que les programmes au sol et on va pouvoir sonder des planètes plus petites avec des périodes orbitales aussi plus longues. Alors rapidement, juste pour illustrer ce qu'on a pu faire pour ces planètes coraux, comment les intérêts qu'elles présentent. On a la deuxième Corot 2b qui est une planète autour d'une étoile jeune et active. Donc vous voyez la courbe de lumière de Corot 2, l'étoile. Hein, donc c'est pas une étoile qui est photométriquement inactive. Au contraire, il y a certainement des taches à la surface de l'étoile qui se traduisent par ces variations de lumière de l'étoile. Et quand vous regardez dessous, les petits points ici, ce sont les transits. Hein, donc à cette échelle, on a robiné les points de la courbe de lumière de façon à pouvoir tout faire rentrer sur ce simple graphe. Et donc les transits sont vraiment visibles très facilement à l'œil. Et donc, c'est une planète un peu plus grosse que Jupiter et un peu plus massive que Jupiter. Autre intérêt, donc je vous disais, les planètes à plus longue période orbitale. Alors on reste quand même relativement modeste, mais en tous les cas, autour de la dizaine de jours de période orbitale. On en a plusieurs comme ça. Donc là, c'est une illustration avec deux cas, Corot 4 et Corot 6b. Et là aussi, vous voyez la courbe de lumière de l'étoile et avec les transits qui apparaissent régulièrement à quelques 9 jours et quelques de période orbitale. On a à notre actif la première découverte par la méthode des transits
d'une planète à transit qui a une orbite qui est à peu près similaire au niveau de sa période orbitale à celle de Mercure dans notre système solaire. Alors, ce n'est pas la première jamais découverte parce qu'il s'avère qu'il y en a eu 2 autres à longue période orbitale, mais qui avaient été d'abord trouvées par la méthode des vitesses radiales. Donc là aussi, la courbe de lumière de l'étoile, qui elle est relativement tranquille. Et on voit ici les 2 transits qui ont été observés par Corot, qui ont été confirmés du sol également. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette planète est très semblable au niveau de ses propriétés à l'essentiel des planètes que les programmes de vitesse radiale détectent de façon routinière. Et ça, c'est intéressant parce que les vitesses radiales ne peuvent donner qu'une masse inférieure et c'est tout. Tandis que là, on a accès, puisqu'on a combiné avec les méthodes de vitesse radiale, à les caractéristiques de la planète, y compris sa densité. Et donc, ça permet aux gens qui font des modèles d'essayer de mieux contraindre, ou de mieux comprendre les propriétés de ces planètes. Au niveau de la détection par vitesse radiale, ce qu'on oublie souvent, c'est que, en fait, on ne peut pas détecter n'importe quel type de planète autour de n'importe quel type d'étoile avec les vitesses radiales. C'est vrai aussi d'ailleurs des transits. Chaque méthode a ses limitations et c'est d'autant plus intéressant de pouvoir les combiner. Alors, les vitesses radiales, je vous ai dit, ça passe par l'analyse du spectre de l'étoile. Donc ici, vous avez, pour ceux qui connaissent, le spectre d'une étoile, d'accord, donc la distribution d'énergie en fonction de la longueur d'onde ici, en quelque sorte, et on voit donc toutes les signatures des atomes, des ions, etc., qui sont présents dans l'atmosphère de l'étoile. Et par les vitesses radiales, on va mesurer la position de chacune de ces raies, et à un instant donné, ça vous donne la vitesse de l'étoile à cet instant-là. Alors, il s'avère que si l'étoile tourne sur elle-même, l'effet que ça induit, c'est que ça élargit les raies, absolument, et du coup, vous allez perdre en résolution, les raies vont se mélanger, vous allez perdre le piqué des raies qu'on voit là sur le plot en noir, sur le tracé en noir, et on va avoir, donc là, je me suis amusée avec un modèle, la vitesse de rotation de l'étoile, c'est 50 km par seconde, comparé au cas à 2-3 km par seconde que j'ai pris ici dessous, et vous voyez le trait rouge correspond au même spectre dans le cas où l'étoile tourne, et vous ne voyez plus les raies individuelles. Et ça, c'est une grosse limitation pour la mesure par vitesse radiale, parce que du coup, vous allez avoir du mal vous allez avoir une grande incertitude sur la position exacte de chacune des raies. Donc les programmes de vitesse radiale sont biaisés en quelque sorte vers les étoiles qui tournent peu, des étoiles qui ont beaucoup de raies, parce que votre précision de mesure sera d'autant plus importante que vous aurez beaucoup de raies de raies spectrales dans votre spectre. Et donc c'est bien, ça, la méthode a d'excellents résultats à son actif, mais c'est l'intérêt aussi d'utiliser les transits, parce que nous, la rotation des étoiles, ça n'a pas d'importance. Et on a le cas, par exemple, de Corot 11b, qui est une planète autour d'une étoile qui a une vitesse de rotation projetée de 40 km par seconde. Ici, vous avez la courbe de lumière. Alors, en fait, elle est chahutée pour des problèmes instrumentaux, mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez très clairement les transits qui apparaissent en bas. Et donc, c'est bon, simplement pour illustrer l'intérêt, finalement, de cette méthode de transit, couplée aux méthodes de vitesse radiale, qui permet d'élargir l'espace des paramètres. Du côté des petites tailles, je prendrai seulement l'exemple de Corot 7. Alors, donc vous avez ici la courbe de lumière de Corot 7. Donc, vous voyez qu'en fait, l'étoile est une étoile active. Les variations que l'on voit dans la courbe de lumière ici sont dues à la présence de taches à la surface de l'étoile qui tournent avec la rotation de l'étoile sur elle-même, qui évolue, qui se déforme, etc. Et ça produit ces signatures photométriques. Vous ne voyez pas de transit à l'œil nu parce que les transits sont très petits. Ici, c'est le transit replié. Et donc, en variation photométrique de mémoire, je crois que c'est 2-10-4, quelque chose comme ça. Donc, on les trouve quand on sait où ils sont. Mais si on ne vous le dit pas, vous aurez du mal à les trouver dans la courbe de lumière. Donc c'est une étoile brillante, ce qui nous a aussi sauvés, parce que la détection de ces petites planètes est très difficile, elle devient impossible si l'étoile est trop faible du point de vue de sa magnitude. Et
Alors, dans le cas de cette planète, ça a été un challenge du point de vue de la mesure en vitesse radiale. Pourquoi? Parce que l'activité brouille en quelque sorte, perturbe le signal par vitesse radiale, et il y a eu toute une controverse autour de la vraie masse de Corot-7, donc sans rentrer trop dans les détails. Donc le papier de découverte a annoncé un rayon de 1,68, un rayon terrestre. Le papier de découverte associé pour la masse de la planète a annoncé une masse de 4,8. On a retouché en raffinant les paramètres de l'étoile au rayon de la planète et à sa masse également. Et puis, à côté de ça, donc, si on regarde, alors je vous disais l'intérêt de coupler vitesse radiale et rayon, et transit, c'est qu'on connaît la nature de ces objets. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a le rayon de la planète et la masse de la planète, on place la planète dans un diagramme dans lequel on regarde ce que disent les modèles de planètes avec différentes compositions. Donc ici, ce trait correspond à une planète qui est rocheuse. Ici, elle est un mélange 50% d'eau. Donc là, vous avez d'autres objets qui ont été détectés, etc. Bon, donc sans rentrer trop dans les détails. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une série d'analyses pour la masse de Corot-7 à partir du même jeu de données de vitesse radiale. Plus de 110 spectres HARPS ont été collectionnés. Et si on s'amuse à regarder la position de la planète dans ce diagramme rayon-masse, eh bien, on voit qu'elle se balade d'un côté et de l'autre selon de qui on parle. Alors, c'est important parce que ça veut dire que si on a du mal à mesurer la masse, on ne sait pas trop quel type de planète on a à faire. Et ça pose aussi des problèmes pour les campagnes d'accompagnement par vitesse radiale qu'on peut faire. Et puis, en fait, après toutes sortes de controverses, etc., il s'avère que Artiats a réussi à sécuriser la masse de la planète. Donc le chiffre canonique maintenant, c'est 7,26 fois la masse de la Terre, donc une densité de 10,1 à comparer aux 5 et quelques de la Terre. Donc un objet, quand on le place, alors là, bien évidemment, on ne fait pas les choses toujours de la même façon, sinon c'est pas rigolo. Donc ça, ce diagramme, c'est la densité de la planète en fonction du rayon, et Corot-7 et serait une planète qui présenterait un certain enrichissement en métaux, donc un peu, si vous voulez, similaire à la famille des planètes de Mercure, en quelque sorte. Et pour la petite histoire, simplement, Kepler a annoncé une planète similaire il y a quelques mois de ça, et en fait, elles sont très semblables, et donc voilà, donc en fait Corot a ouvert la voie visiblement d'une nouvelle classe de famille, une classe de planètes à très courte période orbitale, ça j'en ai pas parlé, c'est 0,7 jours, 78 jours de période orbitale, donc elle est très près de son étoile et elle tourne très rapidement autour. Alors, c'est un système qui est particulièrement intriguant, puisque non seulement il y a eu toute cette controverse autour de la masse de la planète, mais également les mesures de vitesse radiale laissent penser qu'il y aurait une autre planète qu'on ne verrait pas par transit, ce qui voudrait dire qu'il y a un léger décalage entre les plans de l'orbite de Corot-7 et de Corot-7c. Donc voilà l'image de Corot-7c, c'est pas très. Et il y aurait peut-être même une quatrième planète, selon qui on parle, selon qui a analysé le signal en vitesse radiale, on en arrive à ça. Mais c'est un cas intéressant parce que ça illustre aussi la difficulté de faire des mesures de vitesse radiale de qualité lorsque l'étoile est trop active. Une dernière illustration de l'intérêt de ces mesures de photométrie, c'est qu'on a parlé des étoiles, on a parlé donc de la voie Astero-Sysmo, on a parlé des planètes du côté du programme exoplanète, mais en fait on a affaire à des systèmes, il y a une étoile, il y a une planète. Dans la voie exoplanète, on peut, puisqu'on a vu ces variations photométriques, ça c'est la courbe de lumière de Corot 6b qui a été filtrée, en fait, nettoyée. Ces variations photométriques correspondent à l'activité de l'étoile, c'est-à-dire aux tâches à la surface de l'étoile, et certains arrivent même à reconstituer l'évolution des régions dites actives à la surface de l'étoile. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais au moins à mentionner.
Et ce qu'il y a d'intéressant, donc un autre exemple qui est celui de Corot 2. Oups, il y a une animation qui ne devait pas venir. Donc je vous disais, ces taches, là vous avez le disque du Soleil, les petits points noirs correspondent à ces taches magnétiques à la surface du Soleil. Et donc dans le cas de Corot 2, vous voyez la série de transits. Si vous regardez bien, donc il y en a 72, si j'ai bonne mémoire, peut-être même plus, je commence à tous les confondre, qui ont été observés en série par Corot. Si vous regardez, le fond des transits est déformé, il n'est pas toujours identique. Pourquoi ? Parce que la planète va passer sur toujours la même région en longitude sur l'étoile, et en fait, elle va masquer des taches différentes qui évoluent au fil des rotations stellaires, et on arrive à les voir comme ça dans la série de transits, en fait. Alors l'effet aussi, donc d'une part, finalement, les transits jouent un petit peu comme un effet de loupe, hein, pour sonder la surface de l'étoile, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va conduire à estimer de façon impropre le rayon de la planète. Dans le cas de Corot 2, visiblement, on avait sous-estimé le rayon de la planète simplement parce qu'on n'avait pas la bonne profondeur de transit. On avait fait une moyenne plutôt que de prendre le transit le plus profond, en fait, celui qui était le moins perturbé par les taches à la surface de la planète. Et puis, alors, un dernier cas intéressant aussi. Donc, on a parlé des toutes petites planètes. On peut regarder ce qui se passe du côté le plus extrême, j'ai envie de dire. Donc, on ne voit rien, en fait, c'est super rigolo. Là, normalement, il y en a une, mais vous ne la voyez pas. Donc, du côté le plus extrême, en fait, on a découvert de façon relativement inattendue, parce que c'était prédit pour ne pas exister, ce qu'on appelle des naines brunes à courte période orbitale, donc qui était du point de vue des résultats des programmes de recherche des planètes par vitesse radiale. Ces objets ne devaient pas exister, puisqu'ils ne les avaient pas détectés, en fait. Et la troisième détection de Corot, ça a été un objet dont la masse est de 21,6 fois la masse de Jupiter, et le rayon est similaire à celui de Jupiter. Donc c'est un objet qui est en quelque sorte intermédiaire entre les planètes et les étoiles, les toutes petites étoiles. On appelle ça souvent des étoiles ratées, les naines brunes. Mais l'année dernière, on en a publié une seconde, en fait, qui est Corot 15b, qui est beaucoup plus massive, qui, elle, donc carrément, on n'est pas encore dans le régime stellaire, mais on est un petit peu à l'autre extrémité en masse du régime des naines brunes. Alors c'est intéressant parce que d'une part, ça pose la question de la définition d'une planète vers les grandes masses. On a vu la définition des planètes vers les petites masses avec le fait que Pluton a été déclassé. Et donc, comment on fait la distinguo entre une planète et une étoile. Et puis également, ce désert des naines brunes qui était annoncé, l'absence de ces naines brunes à très courte période orbitale, eh bien, c'est peut-être pas si vrai que ça. Ou en tous les cas, ça n'est peut-être pas si vrai pour des étoiles qui sont plus massives que le Soleil. Et il y a peut-être un effet de formation préférentielle autour des étoiles plus massives. Donc, si j'essaie de résumer, le satellite est en orbite depuis 1601 jours, j'ai vérifié ce matin, sur le site du CNES. La mission a été étendue, on a passé les 3 ans de mission nominale, on est prolongé jusqu'en 2016. On a perdu un CCD pour chacun des programmes, mais si je devais dire en quelques mots, finalement, ce qu'a permis de faire Corot, je crois qu'il a clairement démontré l'intérêt, s'il y avait besoin de le démontrer, de la longue durée d'observation continue, avec aussi peu d'interruptions que possible, de la haute précision photométrique. Ça permet d'ouvrir la détection des planètes sur des étoiles de nature différente que celles qui sont suivies par les programmes de vitesse radiale. Ça permet aussi de sonder vers le domaine des petites planètes, qui est celui qui nous intéresse. Et
d'explorer la transition étoile-planète. Et puis surtout, je crois aussi, même si c'était peut-être pas si net que ça, si on en est encore qu'au début, ça permet de mieux caractériser ces systèmes planétaires, comprendre aussi les tâches solaires, stellaires, pardon, l'interaction étoile-planète, bon, quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé parce qu'il faut faire des choix, c'est-à-dire au niveau de la caractérisation des planètes, la lumière réfléchie, des choses comme ça. Alors, comme Claude souhaitait parler de Plateau, je vais vous dire 2 mots sur Plateau, j'ai 4 slides. Donc, toujours ce même diagramme, mince, rayon orbital des planètes. Donc, en rouge, vous avez à peu près le domaine sondé par Corot. Et ce qu'on vise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à détecter ces planètes en transit sur des périodes orbitales beaucoup plus étendues, si possible de petites masses, et qui rentrent dans ce qu'on appelle la zone habitable, la distance de leur étoile qui permettrait, s'il y a de l'eau à la surface, d'avoir de l'eau liquide. Parce que bien sûr, ce qu'on a en tête, c'est la recherche de la vie sur le plus long terme, et ça paraît être une condition requise, ou en tous les cas qui nous parle, et qui paraît adéquate en l'état de nos connaissances. Donc, l'autre chose aussi, il faut clairement, si on veut arriver à distinguer la nature des planètes que l'on détecte, est-ce qu'elles sont rocheuses, quelle composition en roche, etc. Il y a même des gens qui ont fait des modèles de tectonique à la surface de Corot 7b, il fallait oser, mais bon, personne n'a peur de rien. Mais bon, il est clair que ce dont ils ont besoin pour aller plus loin, c'est de bien connaître masse et rayons de la planète, et avec la plus grande précision possible. Et aussi, ce qu'on aimerait, c'est arriver à tracer l'évolution de ces systèmes. D'accord, les connaître autour des étoiles très jeunes, et puis voir comment elles évoluent, donc c'est-à-dire détecter les planètes aussi, autour d'étoiles très vieilles. Mais bien sûr, la difficulté, c'est d'arriver à connaître l'âge de l'étoile. Donc, au niveau des nécessités, j'ai le terme anglais qui me vient en tête, mais des spécifications du coup de ce qui est requis pour faire ce genre de choses. Donc, je pense que clairement les mesures depuis l'espace sont indispensables, surtout pour aller vers les petites planètes. Il faut arriver à pousser la précision photométrique si on veut vraiment explorer le domaine des petites planètes. Et puis, il ne faut pas oublier finalement, on a affaire à un système, d'accord, une étoile, une ou des planètes, et il faut le considérer comme un tout. Donc, il faut coupler la détection planétaire avec l'astérosismologie pour avoir la masse, le rayon et l'âge aussi des étoiles par an, et connaître les mêmes paramètres pour les planètes. Alors, à titre d'exemple, aussi de la puissance de la photométrie de haute précision, je me permets une parenthèse sur le concurrent américain qui a d'excellents résultats qui ont été annoncés en début d'année. Un système de 6 planètes, donc maintenant vous êtes habitués aux courbes de lumière, la courbe de lumière de Kepler redressée, en fait il change de CCD, donc il y a un peu des ruses de traitement du signal, mais vous voyez tous les transits, et en fait ils ont comme ça 6 séries de transits différentes qui correspondent à 6 planètes différentes, 5 qui ont des périodes orbitales entre 10 et 45 jours, et une 6e à plus grande période orbitale. Ils ont réussi à mesurer la taille, et là ils se sont affranchis des mesures de vitesse radiale. Ils ont très peu de mesures de vitesse radiale. Ils ont réussi à obtenir la masse des planètes par les courbes barycentriques. En fait, on regarde comment varie ça c'est autre chose. Par le fait que ces planètes induisent des effets dynamiques les unes sur les autres. Et les transits ne se produisent pas toujours exactement au même moment que si la planète était toute seule. Il y a un léger décalage dans le temps. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mesurer les masses. Donc ils arrivent à les placer dans des diagrammes où ils contraignent à peu près. Vous voyez, les barres d'erreur sont quand même énormes, les compositions supposées de ces planètes. Donc l'avenir, ça pourrait être un super Kepler, en fait, qu'on appelle Plateau, qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. Donc au niveau du concept instrumental, très rapidement, c'est un super télescope avec 34 caméras en fait, qui sont montées sur un même banc optique. 8 d'entre elles
ont la même ligne de visée et chaque groupe de 8 télescopes a une ligne de visée qui est légèrement décalée. Donc ça va vous donner un champ de vue comme ça. Enfin, les champs de vue sont légèrement différents, ce qui fait que la partie centrale du champ total de l'instrument sera vue par 32 caméras. Sur les bords ici, là en pétale, vous avez 24 télescopes qui verront ces parties-là. Ouais. Ensuite 16 et 8. Donc ça permet de passer d'un champ de vue d'un télescope individuel de 1100 degrés carrés à un champ de vue total qui est de 2200 degrés carrés en plusieurs zones, bien sûr. Donc ce concept instrumental a été fait de façon à optimiser le nombre d'étoiles, bien sûr, hein, puisqu'on va faire des transits, et leur brillance également. Pourquoi ? Parce que le problème de Corot et de Kepler, c'est que les étoiles qui sont visées sont encore trop faibles. Ce qu'il faut, c'est les détecter, connaître leur nature, et puis pouvoir faire de la caractérisation derrière. Est-ce qu'on peut arriver à détecter une atmosphère ? Est-ce qu'on peut arriver à voir la lumière réfléchie de la planète, sa courbe de phase, etc., pour faire un peu plus de physique encore. Et pour ça, il nous faut des étoiles brillantes. Donc au niveau des performances qui sont visées très rapidement et qui sont comparées ici avec Kepler, donc les naines froides et des souches géantes qui seraient suivies photométriquement pendant plusieurs années. Donc on vise 20 000 et quelques. Avec des précisions, donc là c'est donné, on va parler en quelque chose qui parle à tout le monde, pour le domaine de magnitude, entre 9 et 11 à peu près en magnitude, presque 300 000 pour ce qui est des magnitudes un petit peu plus élevées, entre 11,6 et presque 13, etc. Donc à comparer avec Kepler, donc vous voyez que quand même le gain est très significatif, un facteur 10 et plus. Et puis surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on ne va pas faire comme Kepler qui vise le même champ en continu là pendant 3 ans. Et si la mission Kepler est prolongée, ils resteront sur le même champ, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre. On va se déplacer. La stratégie d'observation est de couvrir 2 champs, un dans l'hémisphère nord et un dans l'hémisphère sud, pendant 2 à 3 ans en continu. Et puis ensuite, il y aurait une phase dite de step and stare, dans laquelle on se déplacerait, donc on observerait un certain nombre de champs le long du plan galactique, avec des durées d'observation qui ne sont pas encore déterminées, bien sûr, mais qui pourraient être entre 2 et 5 mois en continu également. Donc c'est vraiment bon, là, on saura en octobre ce qu'il en est pour le statut de la mission, si elle est définitivement acceptée par l'ESA ou si on doit encore ou non en fait. Et actuellement, donc, on est toujours dans la phase de documentation, mais en même temps pour travailler sur le design de l'instrument, etc. Donc, en conclusion, donc, je crois que, j'espère vous avoir convaincu que la méthode des transits est particulièrement intéressante, qu'en la combinant aux vitesses radiales, mais dans certains cas, même sans la combiner aux vitesses radiales, on arrive à connaître la nature des planètes que l'on observe. Et c'est un système, donc il faut également bien connaître l'étoile, et c'est souvent encore une limitation que les paramètres de l'étoile pour avoir ceux de la planète. Et surtout, je pense que depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, on a fait vraiment des progrès énormes et on est maintenant au début de l'exoplanétologie et certainement des choses on va avoir encore plus de résultats intéressants dans les années à venir. Voilà, je vous remercie.